sommes donc à Annecy, à l'aérodrome, chez Adam et Marianne Shaw. Et Michel Charpentier nous fait aussi la courtoisie de nous rendre visite. Donc, Michel, vous êtes pilote de ligne à la retraite. Vous avez été aussi instructeur pendant pas mal d'années, avec un total de 13 000 heures de vol. Donc une grande expérience en termes de pilotage de ligne, dont on aura l'occasion de reparler. Marianne et Adam Shaw, vous faites partie de la patrouille Captains, qui est une patrouille de voltige. Vous exercez d'ailleurs depuis Annecy, mais j'imagine aussi un peu partout en France. Marianne, vous êtes championne d'Europe, multiple championne d'Europe et as de la voltige. Et Adam est votre ailier, comme vous dites, et dans la patrouille. Mais Adam aussi est américain, parle parfaitement le français. Il va s'exprimer en français d'ailleurs, et a aussi des compétences en matière de crash d'avion et d'accidents, disons, aéronautiques. La première chose qui m'a, entre guillemets, empêché de voir plus loin que la vérité officielle était que j'ai perdu ma plus vieille amie au monde dans le premier avion. Elle était dans l'avion qui venait de Boston, elle était dans le siège 11A. J'ai adhéré viscéralement à la version officielle. Celui qui a percuté la tour sud. Donc. Ce qui m'a fait changer d'avis, c'était d'abord Marianne, qui m'a dit « il faut absolument que tu regardes certaines vidéos ». Et quand j'ai vu les vidéos des tours qui s'effondraient dans leur propre empreinte, dans leur footprint, j'ai été plus loin et j'ai regardé de plus près la trajectoire de l'avion du Pentagone. Et c'est ça, c'est l'avion du Pentagone qui finalement, parce que c'est un endroit que je connais, j'ai travaillé comme journaliste à Washington, le Pentagone étant une espèce de cuvette pas loin du cimetière d'Arlington, pour arriver là même en petit avion de voltige, comme on fait nous, avec des avions qui vont à 300 à l'heure, pour viser parfaitement cet endroit, il faudrait être très bon. Je ne peux pas imaginer quelqu'un qui n'est pas pilote faire ça avec un avion dont il n'a jamais touché les commandes, même si on prétend, ou certains prétendent que ça peut voler avec 2 doigts, ce qui est vrai en altitude juste pour changer de quelques degrés de cap, faire ces trajectoires descendantes compliquées vers un endroit bas, sans toucher soit le sol avant, soit rater le Pentagone complètement, est simplement impossible. D'accord. Enfin, je fais partie de Pilots for Truth, c'est-à-dire les pilotes pour la vérité, comme il y a les architectes pour la vérité, des tas d'autres groupes. Dès la création, pratiquement, puisque c'était en 2006, moi, ce qui m'a le plus interrogé, c'était, en effet, je ne vais pas revenir dessus parce que Michel est plus spécialiste que moi, mais la trajectoire improbable de l'avion supposé s'être craché sur le Pentagone, trajectoire qui n'a laissé aucune trace au sol. Dont l'impact dans le bâtiment a l'air absolument incompréhensible par rapport à la grosseur de l'avion, au diamètre moyen, ce qu'on appellerait le mètre couple sur un bateau, aucune trace au sol sur le gazon qui est devant, et je dirais, au-delà de mes compétences de pilote, aucune possibilité de vérifier ça, puisque très curieusement, on a comme image, une succession très maladroite de 2 ou 3 diapositives qui donnent une idée de mouvement, mais je dois dire que moi, si je faisais partie d'une commission d'enquête qui est contestée, la première chose que je ferais, ce serait de dire, écoutez, voilà, regardez les films. Or, le bâtiment du Pentagone est un des bâtiments les plus surveillés au monde. Adam, qui est américain, va nous le confirmer. On n'a jamais vu une seule vision, on n'a jamais vu un seul film d'un avion qui se plante dans le Pentagone. Je dirais que le premier point concerne pour moi la trajectoire du vol 77 qui a percuté le Pentagone, qui pose des questions à des multiples titres. Un autre point également concerne donc pour l'ensemble des 4 avions concernés les vitesses, qui sont des vitesses totalement excessives. Au moment, disons, du crash, ces avions volaient à des vitesses 30% supérieures à la vitesse maximum qu'ils auraient, qui sont les limites inhérentes à l'avion.
Et je crois qu'il n'y a pas une seule personne au monde aujourd'hui qui est capable de dire comment ces avions vont se comporter à ces vitesses-là, s'ils vont rester entiers, s'ils vont se désintégrer. Et ça m'interroge beaucoup de penser que dans les 4 cas, ces vitesses excessives ont été atteintes. Il faut rappeler que ce sont des vitesses qui sont tout à fait acceptables à très haute altitude. Ce sont les vitesses à laquelle les avions de croisière, ce qu'on appelle. Voilà. Mais qu'elles sont totalement impossibles à atteindre dans les basses couches. Donc je me pose des questions là-dessus et je n'ai pas les réponses. Le troisième point, peut-être, c'est l'incohérence complète de la manière dont ces 4 détournements qui ont eu lieu en très peu de temps ont été traités en fait par le système de défense américain. L'absence complète de réaction. Et puis les explications qui ont été données qui me paraissent excessivement faibles, qu'un pays comme les États-Unis s'avoue faible et incompétent à ce niveau-là, ça me paraît totalement incroyable. Et puis si on rajoute à ça le fait qu'il n'y ait eu aucune décision négative qui a été prise par rapport aux responsables de cette situation-là. Vous, dans votre activité, vous êtes amené à être confronté à ce qu'on appelle l'effet de sol, qui est un des arguments qu'on a entendu récemment, enfin même pas spécialement récemment, mais qui complique les manœuvres plus près du sol. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce phénomène de... L'effet de sol est la chose qui dérange le plus n'importe quel débutant qui veut apprendre juste à atterrir, parce que l'avion, il y a une espèce de couche entre le sol et le bas de l'aile, qui fait qu'on n'arrive pas en effet à garder une distance cohérente. Or, il est impossible à des vitesses pareilles, en étant dans un cockpit à combien de mètres de haut, Michel, tu vas me le dire? Je sais pas, surtout que la géométrie est très particulière dans ces conditions-là, parce qu'aux vitesses évoquées, l'avion est très à plat, il n'est pas du tout cabré comme on a l'habitude de le voir sur les images d'approche ou d'atterrissage. Donc c'est quelques mètres, sachant aussi que le train n'est pas sorti, c'est vraiment une géométrie tout à fait inhabituelle, quelques mètres. Quelques mètres, avec ce qui est le plus bas, ce sont donc les réacteurs. Oui. Comment faire pour rester à quelques mètres, que les réacteurs ne touchent pas, que les réacteurs ne fassent pas de traces, enfin, c'est juste impossible. D'accord. Et cet effet de sol, si je peux me permettre, en réalité, un avion qui arrive à cette vitesse ne ferait rebondir d'une certaine façon. En arrivant en effet de sol, hors effet de sol, en arrivant en effet de sol, ça le ferait cabrer. Alors la trajectoire, pour revenir à ce que vous avez dit tous les deux, est carrément impossible, surtout pour quelqu'un qui ne sait pas voler, parce qu'il est avéré que les gens qui théoriquement étaient aux commandes étaient des élèves pilotes qui étaient très très mauvais. En tant qu'instructeur, et ayant été instructeur de gens, d'élèves pilotes de ligne de ces pays-là, je peux vous dire que même des gens qui avaient toutes les cases cochées n'étaient pas toujours très bons. Quelqu'un qui a priori n'avait jamais fait voler un avion n'aurait absolument jamais pu faire ces trajectoires-là. Alors pour contre tout ce qu'on dit là a déjà été dit en 2010 et 2011, lorsque vous êtes d'ailleurs prononcé déjà par écrit ou par vidéo, et il y a eu des réponses derrière qui ont été faites par des publications, notamment la FIS, et des gens comme Jean Pellotti ou Éric de Rivry qui font partie du monde de l'aéronautique en France, ont expliqué qu'il suffisait de quelques heures de simulateur ou de quelques heures de formation pour pouvoir piloter ce genre d'avion. Et que, comme disait Adam, c'était pas si compliqué que ça. Alors est-ce que vous pouvez apporter une réponse à la réponse après ces déclarations? Alors, les deux personnes que vous citez sont des personnalités éminentes du milieu des pilotes de ligne. Jean Pellotti est à la retraite depuis de nombreuses années, mais il continue à publier des lettres d'information, entre autres, et Éric de Rivry a été président du syndicat national des pilotes de ligne. Ce sont des gens qui parlent donc en connaissance de cause, et je n'ai aucune raison de douter de leur bonne foi.
Cela dit, les réponses qu'ils apportent, et en particulier dans la publication dont vous parlez, celle de la FIS, pour moi, ne répondent pas tout à fait aux questions posées. C'est vrai que ce sont des avions qui sont faciles à piloter, à condition évidemment d'avoir tout le savoir-faire derrière. C'est vrai que dans les conditions normales, la remarque de Jean Bellotti est tout à fait vraie, on peut les piloter entre deux doigts. Mais faut-il le rappeler, ces avions, les trajectoires suivies par ces avions étaient loin d'être dans les conditions normales. Et puis... C'est-à-dire c'est-à-dire que, encore une fois, je reviens au problème des vitesses. Ces vitesses excessives, je ne sais pas quel est le comportement d'un pilote automatique lorsque l'avion vole à 300 km/h au-dessus de la vitesse maximum pour laquelle il a été conçu. Donc ce qui veut dire que ces trajectoires auraient dû être effectuées à la main, sans pilote automatique. Donc ce sont des choses qui sont tout à fait, pour moi, qui sont tout à fait incompréhensibles. L'un des aspects aussi troublants pour des gens comme moi qui sont totalement profanes, c'est le fait qu'on ait retrouvé que partie des boîtes noires et que ces boîtes noires, on n'a jamais communiqué leur numéro de série. Disons que l'enquête à ce niveau-là s'est échouée dans l'inconnu, dans l'approximation, sachant qu'on n'a jamais eu vraiment la preuve que les boîtes noires qui avaient été retrouvées étaient les bonnes, etc. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous, Adam, vous êtes occupé de pas mal de crash d'avion, vous avez écrit un ouvrage qui s'appelle Sound of Impact. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cet aspect? Je ne sais pas ce qui s'est réellement passé avec les boîtes noires comme vous l'évoquez. Normalement, quand on les retrouve, il y a un numéro de série qui va avec. C'est très très simple. Il y a eu un cas ou deux où il y a eu des questions sur est-ce que les boîtes étaient les vraies ou fausses ailleurs qu'au 11 septembre, dans un des crashs en France notamment, mais normalement il y a une traçabilité absolue, comme pour les moteurs, comme pour les radios, comme pour le numéro de série d'une des portes. Il ne devrait y avoir aucun doute. Si doute il y a un problème. Mais j'en sais pas plus. Est-ce que c'est la même chose dans l'aviation civile pour les avions que vous manipulez? Chaque pièce absolument. Chaque pièce a une étiquette, un yellow tag qui correspond à un numéro. On sait que notre hélice a tel numéro, que la dérive de tel avion correspond à tel numéro. Il y a des plaques métalliques qui, même en cas de destruction... Qui a ces listes de numéros? C'est l'aviation civile qui tient... il y a un registre dans lequel vous... Absolument, parce que tous les avions certifiés, comme le sont bien entendu les avions de ligne et comme le sont aussi les nôtres, ont quelque part comme une espèce de... comment dire... Historique. D'historique, oui, c'est un petit peu comme un carnet de naissance, comme on a des carnets de vol, et tout est marqué dessus au fur et à mesure des maintenances obligatoires. Donc quand on retrouve une pièce, on devrait pouvoir la comparer immédiatement. On sait tout de suite. Même quand on rachète un tout petit truc, c'est marqué. Même un poste de radio, c'est tamponné, c'est sur le carnet de moteur ou sur le carnet de l'avion. Voilà. Il n'y a aucun doute. Même nous, sur nos petits avions, si on voulait changer quelque chose, on ne peut pas. Sans la traçabilité. Sans la traçabilité. Absolument. D'accord, c'est une question de sécurité. Ce qu'on peut éventuellement rajouter à propos donc, de ces boîtes noires, c'est que non seulement elles sont identifiées sur l'extérieur par des numéros de série qui permettent de suivre le matériel lui-même à la trace, mais également dans l'enregistrement, il y a des données qui sont enregistrées normalement, qui comprennent le numéro de vol, les positions de départ, les dates de départ, etc. Ce qui constitue un ensemble de données cohérentes et que je crois qu'il y a eu une seule trajectoire qui a été fournie. Celle du Pentagone. Celle du Pentagone. Il y en a eu deux, avec celle de Shanksville aussi. D'accord. Alors, il me semble que je n'ai pas vu la trajectoire de Shanksville. Mais enfin, peu importe. En tout cas, celle du Pentagone, les données qui sont fournies au niveau de la boîte noire sont douteuses. Parce qu'il y a un certain nombre d'informations qui ne sont pas cohérentes.
à commencer par la date du fichier lui-même, qui ne correspond pas à la date du vol. C'est le lendemain ou quelque chose comme ça, Oui, le 13, le 13, c'est il me le semble. 13 au lieu Ouais. du 11, Ouais. c'est quand même déjà énorme. Hein. D'accord. Voilà. Et ensuite, vous savez qu'il y a deux types d'enregistreurs essentiellement, les enregistreurs de données et le cockpit voice recorder, l'enregistreur des conversations dans le cockpit d'ailleurs. Bon, il n'a pas été possible de corréler les enregistrements d'un cockpit voice recorder et d'un enregistreur de données sur un seul des 4 vols. Ça fait quand même beaucoup d'absence pour valider, disons, ce qu'on nous présente. Et si je peux encore rentrer dans le détail de cet enregistrement, il semblerait que les données insérées dans les calculateurs ne correspondaient pas à la position initiale de l'avion au départ du vol, et qu'ensuite il y a un signal GPS qui aurait été signalé dans ce fichier, qui est signalé d'une manière telle que l'installation de l'avion ne peut pas justifier, parce qu'en fait cet avion n'était pas équipé de GPS. Donc il y a beaucoup d'incohérences sur il y a le une contenu même incohérence. des, Voilà. des boîtes noires, au-delà du fait qu'on n'en a retrouvé que certaines, et qu'on n'a par exemple jamais retrouvé celles qui étaient dans les tours. Malgré tout, il y a une grande, j'allais dire omerta, mais un grand silence dans le milieu aéronautique, alors que c'est quand même l'un des points centraux de la problématique du 11 septembre, avec les effondrements des tours, avec les architectes qui pourraient se prononcer. Mais je dirais que les pilotes ont leur mot à dire en la matière, et au moins en France, vous êtes les premiers pilotes français vraiment à vous avancer et à dire les problèmes que pose la version officielle, mais on a l'impression de se heurter à un mur dans ce milieu-là. Notre point commun à tous les trois, c'est que tu ne dépends plus d'une hiérarchie, et nous ne dépendons pas non plus d'une hiérarchie. Nous n'avons pas d'employeur, nous n'avons pas d'employés, donc ce que nous disons n'engage que nous, ne va pas modifier nos revenus, notre retraite, donc on n'est pas lié par le silence. Alors je crois aussi qu'il faut dire qu'il y a des voix qui s'expriment. Mais c'est pas parce que les voix s'expriment qu'elles sont forcément entendues. Ce sont essentiellement des pilotes américains. Non. Non, Du monde entier. Et il y en a beaucoup qui sont des anciens de l'aéronavale, des anciens pilotes de ligne, des gens vraiment crédibles avec des gros backgrounds qui sont absolus, qui reprennent exactement les propos de Michel. Je veux dire, par contre, ici où on est, il y a pas mal de pilotes de ligne en activité que nous croisons, qui sont ou en retraite, mais aussi en activité, certains sont des amis, ceux qui sont en activité sourient gentiment quand on évoque ce sujet et parlent d'autre chose. Mais ça, je ne suis pas sûre que ce soit en tant que pilote. Là, on est en train de parler d'être humain, et l'être humain a une forte résistance au changement. Tout ce qui incarne le changement de repère, est suspect. Et toute personne qui incarne une idée de changement devient suspecte. Ce qui fait que peut-être c'est-on aussi vis-à-vis d'autres pilotes dans ce domaine-là seulement, mais un peu marginalisé parce que ça dérange. Parce que en tant qu'être humain, on a tous été en état de choc au moment où on a vu les avions dans les tours. À ce moment-là, bien entendu, il n'était pas question de remettre en question quoi que ce soit, d'autant plus que encore une fois, en tant qu'être humain, on a tous été extrêmement soulagés d'avoir en moins de 24 heures la solution. On avait l'explication sur tout, ça ne veut pas dire qu'on était rassuré, mais au moins ça permettait à notre cerveau, qui était en train de chercher à comprendre, c'est même plus la peine de chercher à comprendre, tu as la solution. Il a fallu beaucoup de temps après pour réagir. On était vraiment, dès l'origine, dans des émotions tout à fait, je vais dire, reptiliennes, parce que c'est l'attaque. D'ailleurs, l'attaque contre le plus grand pays du monde, l'une des plus grandes villes du monde, avec des grandes tours. C'était tellement, mais tellement énorme que si on avait voulu faire une caricature de ce qui aurait pu choquer le plus de gens sur Terre, je pense qu'on aurait fait ça. Je voudrais revenir sur un aspect des attentats du 11 septembre, c'est Shanksville.
Vous avez, Adam et toi, une expérience en crash d'avion. Michel, vous avez été même sur un site de crash d'avion en 89. Et qu'est-ce qui vous laisse le plus perplexe dans l'histoire de Shanksville? Alors oui, vous rappelez les circonstances dramatiques de l'attentat du vol UT 772 qui a explosé au-dessus du désert du Ténéré, effectivement, en faisant 200 et quelques victimes. Et j'avais eu, disons, dans le cadre de mes activités professionnelles, l'occasion d'aller sur place et me rendre compte de ce que c'était qu'un crash d'avion dans des circonstances de cet ordre. Donc l'avion s'est écrasé sur le sable? Oui, il a explosé en vol. Il y a 2 morceaux qui se sont séparés suite à l'explosion d'une bombe. Ça, c'est une donnée qui a été mise en évidence par l'enquête. L'avion a ensuite tombé sur le sable. Le cockpit, lui, est tombé plus rapidement 20 km en amont de l'épave principale, mais l'épave principale, bien qu'elle ait brûlé, bien que le carburant ait brûlé, on retrouve immanquablement le train d'atterrissage, les réacteurs, des éléments de l'empennage, et en tout cas, enfin pour moi, la grosse difficulté de comprendre qu'à Shanksville, il s'agit bien d'un impact de Boeing 757, c'est l'absence complète des éléments dont je viens de parler, et l'absence complète de traces noires de carburant incomplètement brûlé. Parce que cet avion était plein de carburant encore au moment du crash. C'était un avion qui venait de décoller pour traverser les États-Unis. Il avait fait 1 heure de vol, il lui restait 4 heures de carburant. Donc des milliers et des milliers de tonnes, de kilos de kérosène extrêmement inflammable. Alors, je rejoins Michel, j'ai écrit un livre sur le crash d'un Boeing 727, donc beaucoup plus petit, plus léger qu'un 757, près de Washington. Un jour de pluie, un jour d'orage de fin novembre. Il s'est crashé à une vitesse d'approche, mais une vitesse, il avait encore le train rentré parce qu'il ne pensait pas se crasher. Et il restait énormément de morceaux. Imaginez, après un crash d'avion qui n'est pas le train d'atterrissage, les moteurs ou un morceau d'empennage, c'est comme imaginer un crash de voiture où il ne reste pas le moteur et les jantes de roue, quelle que soit la vitesse du crash. Shanksville, il y a un trou et il y a des paillettes. Ben, ce n'est pas des paillettes après une fête, c'est des paillettes de désinformation. On nous a même dit que dans certains endroits, il ne restait rien, parce que il a fait tellement chaud après l'explosion de ces avions que les réacteurs auraient brûlé. Enfin bon, je suis blonde, enfin pas vraiment d'ailleurs, mais je ne peux pas croire, et personne ne peut croire ça, parce qu'aux vitesses auxquelles les réacteurs fonctionnent, avec la température qui est induite, dès le décollage, les avions fondraient. C'est fait pour supporter ces énormes températures. Mais plus c'est gros, plus ça passe. Un des points qui, moi en tant que profane, m'a toujours interpellé, c'est que parmi les 8 pilotes et copilotes qui pilotaient ces avions ce jour-là, aucun n'ait déclenché le signal d'alerte de détournement au moment où les pirates de l'air tentaient de pénétrer dans le cockpit, etc. Donc tous les pilotes sont formés à ce genre de situation. Est-ce que vous pouvez juste nous mimer, Michel, le temps qu'il faut et la façon de déclencher, si par exemple ça c'est votre transpondeur, combien de temps ça prend et quel est le geste qui vous est nécessaire pour déclencher un signal? Alors, si je suis par exemple assis en place gauche en tant que commande-bord dans un Boeing 757, le transpondeur, le boîtier de commande du transpondeur sera placé sur le côté. D'accord. Donc, à portée de main. À portée de main. Il suffit que je pose la main dessus
et que soit j'appuie sur 4 touches successivement, soit je tourne des boutons pour faire apparaître un code transpondeur mondialement standardisé, qui est 757500 et qui permet à l'équipement transpondeur de transmettre cette alerte au radar du contrôle aérien. Donc c'est un geste qui prend 10 secondes, peut-être même pas 10 secondes. Mais un hijacker à moitié formé sait que la première chose à faire, c'est d'interdire ce geste. Enfin, si je voulais hijacker un avion, la première chose, je mettrais le genou sur le transpondeur entre les deux sièges où je dirais au pilote, tu touches pas. D'accord. Mais, effectivement, c'est très rapide. Mais est-ce qu'on peut accepter l'idée que dans les 4 cas de figure, ça se soit passé de la même manière que le signal de hijacking n'ait pas été affiché par les pilotes? Moi, ça me paraît difficilement acceptable. Hautement improbable. Oui. Je suis d'accord. En termes de probabilité, c'est... Je suis absolument d'accord. Ça fait une telle succession de mauvais miracles, mais de coïncidences absolument improbables que c'est juste impossible. Et l'autre chose qui se discute c'est que dans les cockpits, il y avait des pilotes de ligne formés, tous américains qui avaient vu beaucoup de films à Hollywood, et il est difficile d'imaginer que pas un des seuls pilotes, parmi les 8, n'ait eu la réaction de prendre le manche et de faire quelque chose, déstabiliser l'avion pour envoyer le hijacker au plafond, juste en faisant ça ou ça, tu passes en 0G et tu reprends le contrôle. Parce que les hijackers, ils n'étaient pas attachés, ils étaient debout. Le pilote automatique, non mais le pilote automatique, tu fais, c'est un bouton. Et tu le débranches. C'est littéralement un bouton. Et il est difficile d'imaginer que 8 pilotes se soient laissés faire. Il y a aussi un problème là. Et ça, c'est un problème psychologique, mais presque technique, parce que ces dégâts, certains avaient été des anciens pilotes militaires. C'est très difficile de penser qu'il n'y ait pas eu de résistance. Oui, puis tous les détournements ne se sont pas produits à la même heure. Donc on peut aussi imaginer qu'il y a un certain nombre d'informations qui sont passées. Ils savaient qu'il y avait quelque chose d'anormal qui était en train de se passer, qui aurait dû les rendre plus méfiants. Voilà. Il n'y a pas non plus d'appel à la radio. Il n'y a pas un Mayday, il n'y a rien. Rien. Alors que là aussi, en cas de circonstances anormales, le premier recours d'un pilote formé, et qui sont d'ailleurs des manœuvres qui sont répétées tous les 6 mois dans les séances d'entraînement au simulateur, c'est d'avertir le contrôle aérien d'une anomalie au moment où ça se produit. Toute anomalie, même non certifiée, même si c'est pas sûr, on la signale. C'est ça. Alors, pour être juste d'une certaine façon, il faut se replacer en 2001. Les gens ne faisaient pas des selfies, tout le monde n'avait pas une GoPro. Et si je veux juste faire l'avocat du diable, et aucun des 8 pilotes, en se levant ce matin-là, s'attendait à voir la porte du cockpit qui n'était pas fermée à clé, ouverte, et se trouver, soi-disant, avec des hijackers dans le dos. Il faut être juste. Mais néanmoins, je pense qu'un homme normalement formé aurait fait une action, au moins dans un des avions. Je rejoins absolument ce que dit Michel et Marianne à ce sujet. D'accord. Il y a un point qui me pose problème concernant ce manque d'ouverture qu'on peut constater dans le milieu, plus particulièrement dans le milieu des pilotes. C'est que chaque fois qu'on aborde des explications qui ne sont pas conformes à l'explication officielle, on vous dit oui, mais ça on connaît, c'est la théorie du complot. Ouais. Alors en fait, la théorie du complot, c'est un argument, je dirais, générique pour ne pas répondre en fait à un argument. C'est-à-dire qu'une fois... Je suis d'accord avec vous, Michel, mais la théorie du complot, c'est, disons, un argument massu, global, qui marche, je dirais, pour le commun des mortels, pour le profane, celui qu'on peut expédier aux affaires courantes.
voilà, aux affaires courantes, à un complotisme sur Internet, à quelqu'un qui ne serait pas bien renseigné. Mais quand on a affaire à un pilote comme vous trois, à des spécialistes qui posent des arguments, même ce qualificatif de complotisme est efficace. C'est ça qui est vraiment frappant. Oui, parce qu'en fait, ça permet de ne jamais discuter sur le fond. Une fois qu'on a mis cette étiquette sur le dos des gens, oui, mais toi, tu es un complotiste, vous pouvez dire ce que vous voulez, on n'examinera pas vos arguments. Et je pense que disons que ce mécanisme est très efficace pour évacuer dans l'esprit des gens les questions qui peuvent se poser. Voir certains d'entre eux, peut-être qui se posent des questions, mais qui n'osent pas aller jusqu'au bout, sachant qu'on va les traiter de complotistes ou de théoriciens du complot. C'est très manichéen, c'est blanc ou noir, c'est bon ou mal. Il y a, voilà, il y a le malin, c'est comme quand on diabolise l'ennemi, que ce soit l'ennemi géographique, l'ennemi culturel, l'ennemi religieux, de la même façon qu'il y a des maladies malignes ou pas. Ça ne veut rien dire finalement, mais ça permet de trancher. Alors qu'il y a certainement des tas d'autres façons, des tas d'autres perspectives avec l'esprit plus ouvert. En tant qu'Américain d'abord, en tant qu'ami de Barry Berenson qui est morte, en tant que pilote, en tant que journaliste, il m'était impossible pendant 1 an ou 2 de voir autre chose que ce qui avait été imprimé. Mais finalement, c'est justement en tant qu'ami, en tant que pilote et en tant qu'ancien journaliste que j'ai pu commencer à poser les questions. Et quand j'ai commencé à me les poser, ça a été très vite. Ça a été très vite, mais d'un autre côté, ça a été perçu ou reçu par vos proches ou par vos amis ou par vos collègues comme quelque chose de... Une trahison. De relativement inacceptable. Non, mes amis américains. Mon plus vieil ami américain, qui est un écrivain, qui est un ancien soldat du Vietnam, qui a écrit Forrest Gump, on était jeunes journalistes ensemble à Washington, a refusé de me parler pendant 5 ans en me disant que j'avais vécu trop longtemps en France, que j'étais devenu coco et con. Si con, je l'admets. Coco, non. Donc il vous a plus parlé. 5 Il ans. a fait une espèce d'amalgame. Il a fait un amalgame. Parce que c'est totalement antipatriotique. Parce qu'aux États-Unis, ce qui se passe, Trahison. ils sont très forts pour ça. Dès qu'il y a quelque chose, tout le monde met un drapeau sur la voiture, un drapeau dehors. Sur la maison. J'avoue que moi, ici où j'habitais, j'ai pris un drapeau américain, je l'ai mis sur le balcon et dans mon fort intérieur, je me suis dit, montez, vous allez voir ce que vous allez voir. J'espérais que quelqu'un allait venir. Ça fait partie d'un conditionnement aussi. C'est un Bon, conditionnement. et non mais j'ai reçu comme ça. J'ai même évincé une amie de la table. Un soir, elle a commencé à parler de Thierry Messant, tout ça, et j'ai dit, pas chez moi. Je dis, ou je quitte la table ou tu quittes la maison. J'ai quitté ma propre table. Pour conclure, en quoi ces événements du 11 septembre, est-ce que ça a changé votre perspective, votre vision de la société, ou est-ce que ça s'est inscrit plus ou moins dans la continuité? Donc on a compris, Adam, que pour vous, ça a été un virage, mais en quoi, par exemple, est-ce que ça impacte votre vision sur des événements plus récents? Enfin, est-ce que vous pouvez en dire plus là-dessus? Et après, on verra avec Michel et Marianne. Comme pour tout le monde, ça a changé le monde dans lequel on vit complètement. Il y avait après le 11 septembre, Avant et après. Il y avait avant et maintenant il y a après. J'aime plus voyager parce que me faire tripoter, passer 3 heures dans une file d'attente pour prendre un avion, me faire tripoter par des mesures qui ne sont que, comme on dit en anglais, smoke and mirrors, qui n'arrêtent rien. Symbolique. Purement symbolique. Et surtout, le monde est devenu haineux. Le 11 septembre a fait remonter une espèce de magma de haine globale qui est terrible. Et depuis le 11 septembre, je vis comme si c'était l'été de 39. Pour moi, c'est l'été de 39, de 1939, l'été d'avant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, en permanence. C'est la peur. C'est la peur. Moi, je refuse d'y succomber. Mais je déplore ce que ça a fait.
pour probablement des raisons mercantiles. Je pense que si le pétrole avait été en Antarctique, on aurait fait la même chose avec les pingouins. Mais ça aurait été peut-être moins grave. Il faut bien reconnaître que ça a servi de déclencheur à une succession de guerres, de centaines de milliers de victimes, de climat de haine, comme tu disais Adam, et en tout cas de mobilisation, d'augmentation des budgets de la défense, et véritablement d'un monde où tout le monde se méfie de tout le monde. Moi je suis tout à fait d'accord avec toi sur les filtres de police. Pour moi, l'intérêt du filtre de police, c'est de conditionner les gens, effectivement, à l'existence d'un risque. Aux aéroports. Aux aéroports. Ou ailleurs. Voilà. Ou ailleurs. Ouais. Donc, on constate bien cette espèce de militarisation des esprits, d'appel à la haine, de se méfier de l'autre. Moi, je parlerai aussi d'acceptation et de résignation devant cette tendance sécuritaire. On a amené, avec ces événements massus, les gens à ne pas se poser de questions et à finalement accepter toutes ces mesures. La plupart des gens s'y conforment, à accepter la vidéosurveillance, etc. Donc tout ce virage qui a été dans notre vie quotidienne pris. Et ça, c'est quand même particulièrement marquant, cette acceptation. J'ai toujours été un peu rebelle dans beaucoup de domaines. Et finalement, j'en suis ravie parce que ça n'a pas été très compliqué pour moi de remettre ça en question. C'est pas forcément confortable au quotidien, mais j'ai le vrai sentiment que tous les gens qui regardent les nouvelles, tout est prémâché, sont manipulés. Nous sommes tous manipulés, il est difficile de ne pas l'être, j'essaie de l'être le moins possible. Mais comme toujours, quand quelque chose arrive, je regarde, j'essaie d'avoir le plus rapidement possible un regard, une autre perspective, et de voir à qui ça profite. Et dès qu'on sait à qui ça profite, ça donne quand même une vraie idée de... D'être dans la réflexion plutôt que Voilà. dans l'émotion. Et depuis le 11 septembre, les inégalités planétaires et à l'intérieur de chaque pays n'ont fait que ça croître géométriquement. Pour rejoindre ce que dit Marianne, à qui est-ce que ça a profité? À une toute petite minorité dont nous ne sommes heureusement pas partis. Oui, heureusement. Écoutez, merci bien pour cette interview. Si des pilotes ou des spécialistes de l'aviation voient cette vidéo, nous les invitons à réagir, éventuellement à contredire ou à corroborer ce qui a été dit. L'adresse va s'afficher en dessous de l'image. Et en tout cas, merci à Michel, Marianne et Adam pour cet entretien. Merci de l'avoir provoqué. Merci à vous.